Bonjour, enfants du cinéma, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, bonjour. Je suis dans un bar avec quelques amis et on s'est dit qu'après on allait se faire un ciné. Du coup, vous pouvez me dire qu'est-ce qu'il y a au ciné en ce moment? Oh bah vous savez monsieur, il y a plein de bonnes choses. Bah ça, je m'en doute. Mais qu'est-ce que vous me conseillez comme film, précisément? Pour cette fois-ci, je vous conseillerais de vous tourner plus vers un film du passé, comme Gênes d'Hiroshima par exemple. Okidoki, merci l'ami. On part là-dessus. B じゃ。え ?B 二塾じゃ。ほんとじゃ。いつの間に来たんじゃ。おかしいね。空襲警報ならんもんね。どうしたんだろう。Hello et bienvenue dans ce deuxième épisode de Enfants du cinéma qui sera cette fois-ci centré sur Gênes d'Hiroshima, réalisé par Mori Masaki. Puisque l'émission vient tout juste de commencer la semaine dernière sur la chaîne, je me permets de rappeler en quoi elle consiste. Enfants du cinéma, c'est un podcast qui a lieu une fois par semaine, chaque vendredi soir pour être plus précis. À chaque fois, je reviens sur un film, j'y reviens soit seul, soit accompagné, et c'est soit un film du présent, comme ça l'était la semaine dernière avec Oppenheimer de Christopher Nolan, soit un film du passé, comme ça l'est pour cette semaine avec Gênes d'Hiroshima. Donc voilà, c'était pour récapituler en quoi consistait cette nouvelle émission, ce nouveau podcast. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Oui, à vous, les auditeurs. Les auditrices. Et j'avoue, j'espère que vous allez y répondre. Est-ce que l'aspect sonore actuel du podcast vous convient, ou est-ce que vous préférez qu'il y ait plus de sons, plus de musique, plus d'extraits de long métrage, pour potentiellement mieux sectionner les parties de ce podcast? Parce que, on va se l'avouer, pour le moment, il n'y a que 2 extraits sonores en plus de toutes les parties où je vous parle du long métrage. Personnellement, je trouve que ça fait plutôt le taf. Après, n'hésitez pas à me mettre dans la section commentaires ce que vous préférez. Et je suivrai vos conseils. Maintenant, arrêtons de traîner. Voilà, c'est pas très cool de traîner, c'est pas très galvanisant. C'est bien plus galvanisant de foncer directement au cœur du sujet du jour. Le sujet du jour qui est ni plus ni moins que la très grande œuvre Gênes d'Hiroshima. Et oui, personnellement, moi je dis Gênes. Peut-être ça se dit Gênes, mais perso, je dis Gênes. Gênes, voilà, Gênes. Alors, Gênes d'Hiroshima, c'est une œuvre que j'ai découvert un petit peu grâce à Oppenheimer. Ouais, on peut dire ça, puisque après le visionnage de Oppenheimer, j'ai voulu me renseigner sur l'existence de films, de séries, de documentaires, ou même de vidéos concernant la bombe atomique. Et sur YouTube, je suis tombé sur un extrait de Gênes d'Hiroshima. Et cette scène, c'est pas un spoil, ce que je vais vous dire, puisque le film entier tourne autour de cet événement. Cette scène contient l'arrivée et l'explosion de la bombe atomique sur Hiroshima. Et je peux vous le dire en le pensant très fort, je pense n'avoir jamais été autant marqué et terrifié par une scène d'explosion de bombe que devant celle-ci. Mais bon, je pense que pour que vous compreniez bien mon propos et mes arguments sur l'œuvre, il faut d'abord que vous sachiez de quoi elle parle. Voilà, tout simplement. C'est élémentaire, mon cher Watson. Dans le Japon en guerre, le jeune Gen Nakaoka et sa famille survivent entre la faim et les persécutions dues au pacifisme militant du père et à son opposition à la politique impériale, dans une ville curieusement épargnée par les bombardements, Hiroshima, jusqu'au jour où la bombe atomique les frappe. Nous suivons donc ensuite le parcours de Gen et sa mère dans leur ville en ruine et face aux effets dévastateurs de la bombe atomique. Alors, chose importante à savoir, je vais vous parler du premier long métrage Gênes d'Hiroshima, puisqu'il faut savoir qu'il y en a apparemment 3. Alors, pourquoi je dis apparemment 3 ? Parce que je suis sûr qu'il y en a un, qu'il y en a 2, mais le troisième, annoncé comme existant sur Wikipédia, est introuvable pour moi. Donc j'en conclus qu'il existe peut-être comme il n'existe peut-être pas. Surtout que les dates sont pas du tout concordantes, puisque sur Wikipédia, devant moi, il y a affiché que Gênes d'Hiroshima 3,
intitulé Bataille d'Hiroshima, est sorti en 1980, alors que sur Sens Critique, Gênes d'Hiroshima 1 est sorti en 1983. Voilà, ça pose un petit problème, on va pas se mentir, ça pose un petit problème. Pour ce qui est de Gênes d'Hiroshima 1, donc, il a été réalisé par Mori Masaki, qui, avant Gênes d'Hiroshima, avait déjà travaillé sur 2 autres longs métrages d'animation japonaise, à savoir The Door Into Summer, où il était en duo à la réalisation avec Toshio Hirata, et le film est sorti en 1981. L'année suivante, en 1982, est sorti un long métrage entièrement réalisé par Mori Masaki, à savoir Agu Regumo. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé le nom de ce film. Et je n'ai pas vu ces 2 films précédents Gênes d'Hiroshima. Voilà, ma porte d'entrée dans le cinéma de Mori Masaki, ça a été Gênes d'Hiroshima, mais sachez qu'il a aussi été auteur d'un manga, à savoir Jiro ga Yuku, sorti en 1969. Et franchement, vous n'imaginez pas à quel point c'est une galère de savoir ce que ce réalisateur a réalisé ou non, puisque sur Sens Critique, ils te disent qu'il a réalisé ça, et sur Google, ils te disent non, en fait, il a réalisé ça. Et sur un autre site, ils te disent « Non, mais il a quand même réalisé ça, finalement !» C'est vraiment une galère. J'espère que je vous ai pas trop raconté de conneries. J'ai essayé de faire au mieux avec les informations que j'avais. Des informations qui passaient leur temps à se contredire. Ensuite, pour ce qui est du casting doublage, on a Issei Miyazaki qui interprète Gen, Yoshi Shimamura qui interprète Kimi, Masaki Koda qui interprète Shinji, Takao Inoue qui interprète Daikishi, Seiko Nakano qui interprète Eiko, Takeshi Aono qui interprète Eizo, Katsuji Mori qui interprète Shiji, Nakanishi Taeko qui interprète Anna, Junji Nishimura qui interprète Pak, et enfin Tatsuya Jo qui est tout simplement le narrateur. Et là j'ai conscience que vous êtes peut-être en train de vous dire mais pourquoi il drop tous ces noms, ça n'a pas vraiment d'intérêt puisque c'est pas forcément des noms reconnaissables. Alors oui, en soi, pour la plupart, on n'est pas sur des acteurs et actrices de doublage très très reconnaissables, mais il y en a quand même quelques-uns dans le lot qui ont pas mal doublé par la suite et par le passé. Et puis aussi, j'aime bien tout simplement citer pratiquement la totalité du casting, je trouve que ça fait carré, quoi. Pour finir sur le casting, sachez que le scénariste du film n'est autre que Keiji Nakazawa, qui n'est autre que l'auteur du manga Gênes d'Hiroshima. Et oui, les films Gênes d'Hiroshima ont été adaptés d'un manga qui est sorti en 1975. Et enfin, à la photo, on retrouve Kinishi Ishikawa. Le monteur n'est autre que Harutoshi Ogata, et le compositeur n'est autre que Kentaro Haneda. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du casting. Vraiment, là, j'ai pris toutes les informations sur le casting que j'avais, je vous les ai livrées. Voilà, je vous les ai livrées, comme ça. Prenez ça dans votre gueule. Et maintenant, place à la critique de Gênes d'Hiroshima. Je vais commencer, comme avec l'épisode sur Oppenheimer, par la forme et ensuite j'enchaînerai sur le fond. Tout d'abord, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant en termes de visuel, c'est l'énorme contraste qu'il va y avoir entre les visuels de la première partie du long métrage et les visuels de la deuxième partie. Dans la première partie, on va avoir une animation très joyeuse, très enfantine en quelque sorte, avec beaucoup de séquences qui vont se dérouler de jour, ou à l'aube, ou au crépuscule, et les lumières de l'aube, les lumières du crépuscule, c'est des lumières très agréables, très détendantes, et surtout assez joyeuses, normalement. Mais en fait, et c'est notamment ça que je trouve très intéressant, c'est que ce traitement des périodes de la journée, ce traitement de la lumière, qui pourrait paraître comme enfantin, joyeux, ne l'est pas forcément, en fait. Parce que, je vais vous le dire, pour moi, la deuxième partie du long-métrage s'enclenche à partir du moment où la bombe explose sur Hiroshima. Et le fait qu'on ait choisi, en termes de mise en scène, que pas mal de séquences se déroulent à l'aube, au crépuscule, en fait, en termes de mise en scène, ce que ça nous raconte, c'est super inquiétant. Parce que, par conséquent, cette première partie, en termes de mise en scène, est conçue comme étant à l'aube d'une catastrophe ou comme étant au crépuscule d'une catastrophe. Et généralement, l'aube ou le crépuscule,
c'est des périodes de la journée qui sont assez joyeuses. Je veux dire, soit tu te dis « Yes, je vais commencer une nouvelle journée, j'espère qu'elle va être cool », ou alors tu te dis « je vais finir ma journée avec un beau coucher de soleil ». Je suis pas sûr de mon argumentaire, mais je pense quand même que vous avez compris l'idée. En gros, c'est des moments de la journée qui de base sont joyeux et qui là, en termes de mise en scène, sont utilisés pour annoncer quelque chose de tout sauf joyeux. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est tout sauf joyeux, c'est même dramatique. Mais du coup, le contraste qu'il y a dans cette première partie en termes de ce qui t'est montré et ce que ça raconte réellement. Donc pour moi, c'est vraiment passionnant le fait que non seulement la partie 1 et la partie 2 contrastent beaucoup, mais en plus de ça, la partie 1 contraste avec elle-même par moments. C'est complètement fou, c'est trop bien, c'est super intéressant. Et donc pour revenir sur le contraste entre la partie 1 et la partie 2, donc la partie 1 qui a une animation assez joyeuse, assez enfantine, la partie 2, c'est vraiment tout le contraire. On est après l'explosion de la bombe nucléaire sur Hiroshima et on est vraiment face à des visions de l'enfer. J'ai pas d'autres mots. Et ce qui est très intéressant également, c'est pour ça que je suis content d'avoir découvert ce film peu de temps après avoir découvert Oppenheimer, parce que du coup, je vous fais cet épisode peu de temps après l'épisode d'Oppenheimer, et en quelque sorte, ça crée des épisodes complémentaires, puisqu'ils sont sur le même sujet, à savoir la bombe atomique. Sauf que c'est pas les mêmes points de vue, donc c'est intéressant. Mais donc, là où c'est complémentaire avec mon épisode sur Oppenheimer, c'est que dans cette deuxième partie de Gen d'Hiroshima, on revient à une imagerie de l'irréel, puisque la bombe atomique, c'est quelque chose de tellement puissant, c'est quelque chose qui nous dépasse tellement, nous, petits humains que nous sommes, alors que c'est nous qui l'avons créé. Mais on a créé un monstre de l'irréel. Et en fait, cette deuxième partie de Gen d'Hiroshima revient beaucoup sur une imagerie de l'irréel, où carrément, je vais juste spoiler ça, à un moment, Gen et sa mère se baladent dans les ruines d'Hiroshima et ils font face à des tas de gens qui marchent, qui sont complètement cramés et qui ont des yeux qui fondent, des yeux qui tombent. Et c'est vraiment... C'est des images, quand ils les voient, tu te dis... Mais c'est pas possible. C'est pas possible que des gens arrivent encore à marcher avec leurs yeux qui coulent, avec leurs yeux qui tombent, avec leurs bras qui se cassent en deux. Donc déjà, c'est extrêmement douloureux de voir ça, c'est extrêmement tragique. Tu ne peux que plaindre ces personnes, mais en plus de ça, tu peux pas t'empêcher de te dire, c'est quelque chose... Ce que je suis en train de voir, c'est quelque chose de totalement irréel, mais qui colle en fait avec l'aspect irréel de la bombe atomique. D'ailleurs, pour continuer concernant l'irréel, parlons de cette scène pivot dans l'œuvre, de cette scène extrêmement marquante et extrêmement traumatisante, la scène de l'explosion de la bombe atomique, où on va continuer à jouer sur l'irréel, notamment avec le temps qui va être complètement dilaté. La lumière également, qui a un traitement très intéressant dans cette scène. J'appelle ça une lumière incohérente, où en fait, tu ne sais pas d'où vient la source, puisque de chaque côté, tout est extrêmement lumineux, mais tellement lumineux que ça crame l'image, en fait. Et puis dans cette scène, il y a probablement le plan qui m'a le plus marqué de tout le long-métrage, à savoir un plan où une maman porte son bébé sur son dos, et on voit ce que l'effet de la bombe atomique leur fait à eux deux. Et je peux vous dire que cette image, elle est vraiment ancrée dans ma tête et elle va être ancrée très longtemps parce que c'est horrible en fait. Pour finir sur la forme, que ce soit la partie 1 ou la partie 2, bref, tout le film en fait, pourquoi je me complique la vie, eh bien il ne me reste qu'à dire que tout simplement, le film est extrêmement bien animé. C'est vraiment de la très bonne animation, de la très belle animation. Et donc voilà, ça c'était pour ce qui est de la forme. Maintenant, on va passer au fond. Et pour moi, ce film est une symphonie du désespoir. En fait, pour moi, l'espoir qui a été posé durant la première partie du long métrage, notamment avec une scène dont on parlera un petit peu plus tard, et ben cet espoir, il est mort, évidemment, quand la bombe a explosé, mais il a continué à mourir en même temps que
toutes les personnes qui sont décédées, pas à cause de l'impact de la bombe, mais à cause de ce qui a libéré l'impact de la bombe. Alors, je sais pas si je suis très clair, mais je parle des personnes qui sont mortes plusieurs jours après l'impact de la bombe. Et là, pour approfondir et rendre clair mon propos, je suis désolé, mais je vais malheureusement devoir spoiler. Si tu ne veux pas te faire spoiler, eh bien, va sur la barre de lecture, et puis regarde les chapitrages. Voilà, là tu es entré dans le chapitre spoiler, et normalement, le timecode pour être de nouveau dans le chapitre no spoiler, il est affiché sur la barre de lecture, et donc je te laisse t'y rendre. Et donc, quand je parle de symphonie du désespoir, il faut savoir qu'après l'explosion de la bombe dans le film, eh bien, il y a tout de même des survivants, notamment Jen et sa mère, qui ont très malheureusement vu le reste de leur famille décéder sous les flammes. Et peu de temps après l'explosion de la bombe, sa mère, qui était enceinte, accouche. Et vraiment, la situation est cauchemardesque. Mais sa mère, avec l'aide de son fils, avec l'aide de Jen, arrive à accoucher et à donner naissance à une petite fille. Et donc à ce moment-là, tu te dis, l'espoir est mort avec l'explosion de la bombe, mais peu de temps après, l'espoir renaît avec une nouvelle vie qui arrive sur cette terre. Cette terre complètement brûlée, complètement détruite. Cette terre est la terre de la mort, mais la vie arrive quand même à y naître, et par conséquent l'espoir. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que juste avant de décéder, le père de Jen confie à Jen la tâche de s'occuper de sa mère et de l'enfant de sa mère. Ce que Jen accepte, et il va se donner corps et âme pour remplir cette tâche. Et c'est très intéressant parce que l'espoir renaît grâce à la naissance de cette petite fille, et la vie continue pour Jen, grâce à la tâche que lui a confiée son père. Sa vie d'avant a été totalement anéantie, mais Jen a une seconde chance en quelque sorte. Dans sa nouvelle vie, il a un nouveau but. Et comme je l'ai dit auparavant, il va se donner corps et âme pour remplir la tâche que lui a confiée son père. Mais malheureusement, que ce soit l'espoir que représente cette petite fille ou cette nouvelle vie qu'a Jen grâce à la tâche de son père, les deux vont être totalement anéantis lorsque la petite fille va décéder à cause de malnutrition et de ce que la bombe a libéré dans l'air. Et certaines personnes, en regardant le film, pourraient ne pas aimer cette construction scénaristique et ce que raconte le film en termes de propos, parce que ils pourraient trouver le film un petit peu joueur avec son spectateur, sa spectatrice, avec un sujet où faut pas trop être joueur parce que ça se ferait pas, quoi. Mais moi, j'y vois pas un film joueur et irrespectueux. J'y vois un film qui retranscrit quelque chose qui a été malheureusement la réalité. Parce que, à mon humble avis, je pense que ça s'est vraiment passé comme ça. C'est-à-dire que les personnes qui ont survécu à l'impact de la bombe sont soit morts quelques jours après à cause de ce qui traînait dans l'air, sont soit morts parfois des années après. Parce que la bombe a libéré des choses dans l'air qui se sont emparées des corps des gens qui étaient encore vivants, et parfois ce n'est que quelques années après qu'on leur a décelé un cancer, par exemple. Donc pour moi, c'est pas un film irrespectueux et joueur. Pour moi, c'est plus un film qui retranscrit une réalité qui a malheureusement existé, une réalité qui, elle, était irrespectueuse et joueuse. Et ce truc de l'espoir et la vie sont complètement anéantis marche aussi avec le fait que, alors ça c'est pas du spoil, je considère pas ça comme du spoil, mais à un moment, certaines personnes rescapées ont besoin de boire, tout simplement parce qu'elles sont complètement déshydratées, et elles trouvent de l'eau de pluie, mais à cause de ce que la bombe avait libéré, la pluie a tout simplement tué ces personnes une fois que ces personnes ont bu la pluie. Et l'eau, qu'est-ce que c'est à part la source de vie, ce qui permet à un être humain de vivre. Donc voilà, pour moi, on est face à une œuvre qui est vraiment une symphonie du désespoir, une œuvre qui est extrêmement nihiliste. D'ailleurs, ça aussi, ça peut dissuader certaines personnes de voir cette œuvre, parce que peut-être que certaines personnes qui sont en train d'écouter ce podcast n'aiment pas les œuvres trop nihilistes. Et en soi, je comprends totalement. Mais pour moi, ce serait quand même passer à côté d'une très grande œuvre cinématographique. Et puis en plus, je suis un petit peu mauvaise langue.
il y a quand même un léger traitement de l'espoir, une légère source d'espoir au travers du blé. Voilà. Le blé dans ce film représente l'espoir. On en parle brièvement dans la scène d'intro, brièvement dans la scène finale. Je veux pas en dire plus, je veux pas spoiler, j'ai envie que vous découvriez pleinement cet élément lors de votre visionnage. Puis aussi, j'ai pas parlé de ça, mais évidemment que les personnages sont extrêmement attachants, et plus particulièrement Jen et sa maman. Après, en même temps, c'est les personnages qu'on développe le plus lors du film. Mais force est de constater que leur développement fonctionne vraiment très très bien, puisque les personnages sont vraiment très très attachants. Et donc voilà, je pense avoir fini cet épisode de Enfants du cinéma sur Jen d'Hiroshima. J'espère que cet épisode vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à le partager. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas que Enfants du cinéma, c'est chaque vendredi soir. Je suis en train de me demander si je vais pas adopter un schéma du style un épisode sur un film récent, un épisode sur un film du passé, un épisode sur un film récent. Vous avez compris la suite. Mais donc voilà, si vous n'avez pas encore vu Jen d'Hiroshima, eh bien écoutez, n'hésitez pas à le voir parce que c'est une grande œuvre cinématographique assez nihiliste mais qui est très intéressante dans son traitement nihiliste justement, ainsi que dans son animation qui renferme une puissance évocatrice assez dingue. Je tiens un compte Twitter, Instagram, Sens Critique, Captain Watch et Letterboxd qui s'afficheront en description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Il y a également la page Sens Critique de la chaîne qui est disponible en description. N'hésitez pas à aller donner votre avis sur la chaîne, qu'il soit positif ou négatif. Écoutez, je prends de tout, voilà. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis salut.